Je vais plutôt essayer de vous donner quelques éléments supplémentaires à l'intervention de Qassam pour animer un peu le débat. Je crois évidemment que il faut que tout le monde ici soit bien conscient, et Qassam l'a très bien répété, je pense qu'on vous l'a beaucoup dit aussi depuis maintenant 9 mois, puisqu'on est aujourd'hui le 7 juillet, donc on est 9 mois pile poil après le 7 octobre. On est en train de vivre une nouvelle séquence d'un conflit colonial qui dure depuis des décennies. Et quand je dis nouvelle séquence, il faut comprendre ce que ça signifie. Ça signifie que la direction de la FPS, que vous là en tant que militant, vous êtes en train de vivre un événement qui, dans l'ordre de l'histoire d'Israël-Palestine, équivaut sûrement à 1948 ou 67. C'est-à-dire que les choses ne seront plus jamais les mêmes dans les années à venir. Je donne 2 exemples pour que vous compreniez où je veux en venir. Côté palestinien, les destructions sont d'une ampleur absolument inégalée. Il faut remonter au moins à 48 pour voir un tel niveau de destruction et surtout un tel nombre de gens déplacés. Quoique là, on est quasiment au double par rapport à la Nakba de 48 en termes de nombre de gens déplacés. Mais côté israélien aussi, jamais l'État d'Israël, depuis sa création en 1948, n'avait vu son territoire être occupé, même si ça a duré à peu près que 7 heures, mais malgré tout, on a eu des villes israéliennes qui ont été occupées, factuellement, et on n'a jamais autant eu d'Israéliens qui ont été tués dans le cadre d'une opération perpétrée contre son pays depuis 1948. Je crois pouvoir dire que, évidemment, l'avenir de la Palestine est en train de se jouer aujourd'hui, depuis 9 mois, mais dans les semaines à venir aussi. Et ce n'est pas simplement pour attirer votre attention que je dis ça, c'est que factuellement, concrètement, se joue actuellement l'histoire et l'avenir potentiel du peuple palestinien. Dans la bande de Gaza, je ne reviens pas sur ça, les destructions, vous en avez déjà parlé, je zappe. Sur la question du bilan humain dans la bande de Gaza, on est à l'heure où on se parle, le dernier rapport des Nations Unies fait état de 1,4 million de Palestiniens dans Gaza qui sont dans un niveau d'urgence ou de catastrophe en termes d'insécurité alimentaire. Il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que ce sont des termes qu'on emploie comme ça et on ne les maîtrise pas. Les Nations Unies définissent 5 phases de risque de famine. Donc ça commence dans une phase minimale où vous êtes simplement dans une situation où il y a des carences, on va dire, en apport alimentaire, et la famine. Les Nations Unies estiment qu'actuellement, on a 1,4 million de Palestiniens qui sont ici, entre urgence et famine. C'est-à-dire que c'est factuel. On n'est pas sur quelque chose de l'ordre d'une volonté rhétorique militante. C'est vraiment des chiffres qui sont donnés. Les Israéliens sont parvenus, en prenant le fameux corridor de Philadelphie, donc que Qassam a montré qui est ici, à avoir la maîtrise de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la totalité de ce qui entre et ce qui sort de Gaza. Eux, ils l'expliquent en justifiant le fait qu'ils peuvent empêcher maintenant l'arrivée d'armes pour le Hamas, mais dans les faits, c'est surtout que tout est absolument sous leur contrôle. Pour qu'une aide humanitaire puisse entrer dans Gaza, elle doit avoir l'aval de 3 contrôles différents. Donc le premier, nécessairement, ce sont les ONG elles-mêmes, mais les 2 autres, ce sont l'armée israélienne. Et le troisième, il faut le savoir, c'est qu'Israël a mis en place une administration qu'elle appelle l'administration de coordination et de liaison, qui est une administration qui a été créée et qui est sous la gestion du gouvernement militaire en territoire occupé. Ça veut dire qu'Israël a déjà mis en place dans toute cette zone-là la même administration qui est présente en Cisjordanie pour gérer la Cisjordanie en tant que territoire occupé. C'est pas comme ça qu'ils l'appellent, c'est ce que moi je vous dis, territoire occupé. Et ces 3 niveaux-là doivent avoir, enfin ces 3 instances-là doivent valider l'entrée d'aide humanitaire. C'est pour dire à quel point est-ce que, quand Qassam vous dit qu'il n'y a plus de camions, ben regardez, c'est factuel. On est dans une situation, donc ça c'est le nombre de camions qui entrent dans Gaza depuis le 7 octobre. Normalement, il en faut à peu près 500 pour avoir un apport quasi minimal pour que la population de Gaza puisse survivre ou vivre à peu près. Là, regardez, depuis la conquête de Rafah, on est tombé à 94, 71, 80 en moyenne par semaine. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose, moyenne par jour, pardon. C'est vraiment quelque chose de très dramatique. Et sur ces points-là, donc tout ça, ce sont les Nations Unies. Hein. C'est pas moi qui me suis amusé à faire des graphiques. Hein. C'est disponible sur le site des Nations Unies. Et vous avez en fait ici d'où viennent les camions. D'accord ? Donc on voit que les points de passage sont quasiment que les points que les Israéliens valident et décident comme étant les points d'entrée. Ce qui est intéressant ici, c'est l'entrée de missions humanitaires dans Gaza. Et les Nations Unies en fait montrent que
concrètement, la plupart des missions humanitaires peuvent entrer et sortir, mais vous voyez qu'à chaque fois, parfois c'est le fameux administration de coordination qui l'annule, des fois c'est l'ONG qui estime, elle, qu'il n'y a pas de sécurité donc on n'y va pas, et des fois c'est l'armée israélienne qui décide qu'on n'y entre pas. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on est en train des fois de dire est-ce qu'il y a un risque potentiel que Gaza demain soit recolonisé ou colonisé, en fait, dans les faits, le journal israélien Haaretz dit mais en fait, c'est factuellement Israël, oui, est déjà en train de coloniser Gaza. 26% du territoire, toute la zone que vous avez ici en rose, est à l'heure où on parle sous contrôle israélien et est complètement réaménagée par Israël, dans le cadre de construction de bases militaires, de routes et de points de passage. Israël l'organise selon ses besoins, et non pas selon les besoins des Palestiniens. Depuis 48 heures, il y a une nouvelle délégation à Doha, au Qatar, qui a été envoyée par les Israéliens dans le cadre des négociations pour l'accord de trêve. Si jusqu'à présent, aucun cessez-le-feu n'a pu être fait, il y a plusieurs points qui sont en fait en négociation et je crois qu'on doit réussir à avoir en tête le fait que les deux acteurs qui sont partie pris de ces négociations, que sont d'un côté le Hamas, même si le Hamas revendique négocier au nom de tous les groupes palestiniens, c'est tout de même le Hamas et ses dirigeants qui décident, et de l'autre côté, les Israéliens, même si là encore, Netanyahou dit négocier pour les Israéliens, mais c'est quand même lui qui a le dernier mot au final, il faut se rendre compte qu'on a deux acteurs qui sont en train de jouer leur survie politique actuellement. D'un côté, le Hamas sait pertinemment qu'il ne peut pas signer un accord au rabais. Il sait, il est conscient que vu l'ampleur des destructions côté palestinien, vu ce que les Palestiniens reçoivent et ce qu'on leur a infligé depuis 9 mois, ils ne peuvent pas signer un accord qui signerait leur défaite. Netanyahou en même temps, aujourd'hui on sait qu'il a lui-même fait capoter plusieurs accords de trêve depuis maintenant le mois de décembre. Et bien de la même manière, Netanyahou ne peut pas, aux yeux des Israéliens, signer un accord qui donnerait victoire au Hamas. Sur les points de négociation principaux, il y a celui qui est quasiment acté à l'heure où on se parle depuis maintenant plusieurs mois, c'est le nombre de prisonniers qui seraient libérés contre les otages israéliens. Là où ça bloque, c'est le nom des prisonniers. Le Hamas continue à vouloir choisir les prisonniers qui seront libérés, là où les Israéliens estiment que c'est hors de question. L'autre point qui est important, c'est que le Hamas estime qu'il n'y a pas de négociation possible si on ne permet pas à l'ensemble des déplacés de retourner sur leur zone d'habitation avec l'installation de campements provisoires avant la reconstruction. Les Israéliens sur ça, pour l'instant, ne transigent pas. Ils ont construit cette route ici, la route de Netzarim, qui s'appelle comme ça, dans le but de sélectionner qui seront ceux qui pourront revenir au nord ou non. Dans l'histoire israélo-palestinienne, les Israéliens reproduisent à chaque fois les mêmes stratégies. Ça, ils l'avaient fait au Liban. À partir de 82, quand ils ont pris le sud-Liban, les Israéliens ont construit la route qui séparait sud-Liban et le reste du Liban pour sélectionner qui pouvait passer ou non. Là, en l'occurrence, les Israéliens expliquent que les femmes, les enfants pourront repasser de l'autre côté s'ils le souhaitent, mais pas les hommes adultes. Ou alors, ils devront au préalable subir un interrogatoire de vérification, mais quand on sait ce qui se passe aujourd'hui, on voit ce que ça peut inclure. L'autre point important, c'est que le Hamas demande le départ immédiat de tous les soldats israéliens de la bande de Gaza. Ça, c'est une condition pareille qui est absolue. Les Israéliens, eux, estiment que c'est hors de question tant qu'on n'a pas fini le boulot, en gros, de destruction totalement des troupes du Hamas. Donc, il y a eu une tentative des Israéliens de court-circuiter le Hamas, exactement comme ils ont fait en Cisjordanie quand ils ont pris le territoire en 67. En 67, les Israéliens prennent la Cisjordanie et essaient de trouver un moyen de mettre en fait des notables à la tête des territoires pour pas qu'ils aillent gérer eux-mêmes. Les Palestiniens à l'époque empêchent ça et ça contraint les Israéliens à devoir gérer eux-mêmes la Cisjordanie. Et puis par la suite, vous savez, à obliger les Israéliens à parler avec Arafat, puisque les Palestiniens refusaient qu'on leur impose des notables à la tête pour gérer. Qu'est-ce qu'a fait Israël ici? Quand les négociations ont capoté en février, l'information a fuité. Ils ont contacté beaucoup de familles de riches notables, notamment de Rafah, puisque ceux de Gaza ont quasiment tous été décimés ou anéantis. Rafah n'ayant pas été conquis, ils ont contacté ce qu'on appelle les grandes familles palestiniennes, etc., en leur demandant est-ce que vous serez d'accord potentiellement qu'on vous délègue la gestion de territoire. Et ce sont les familles elles-mêmes qui ont dévoilé cette information en espérant que c'est hors de question qu'on court-circuite les négociations. Et donc il y a eu tout un espèce de moment où les Palestiniens ont dit bravo à la bourgeoisie, enfin la bourgeoisie, ça c'est mon terme à moi, bravo à notre
je sais pas comment dire, à nos clans, nos familles, je sais pas le terme en arabe comment on le traduit, mais en tout cas voilà. Mais c'est important, ça montre que les Israéliens sont en train de chercher actuellement un moyen de gérer la bande de Gaza, et en reproduisant toujours les mêmes schémas. Le Hamas estime s'être fait complètement avoir en novembre dernier, puisqu'en novembre, quand le premier accord de trêve avait été signé, je me souviens encore que quand les dirigeants du Hamas étaient interrogés pendant la trêve, la plupart d'entre eux disent dans les médias « c'est bon, la guerre ne reviendra pas, on va négocier avec les Israéliens parce que les gens sont tellement contents d'avoir des otages libérés que on va pouvoir renégocier une trêve. Manque de peau le 1er décembre, fin de la trêve, la guerre reprend. » C'est la raison pour laquelle le Hamas maintenant demande à ce que le cessez-le-feu soit définitif et permanent, même s'ils ont fait une concession ces dernières semaines qui est que ça pourrait être par étapes. On ferait par zone en fait. Voilà, c'est pas tout de suite définitif dans toute la zone de Gaza, mais ils veulent qu'à terme, le cessez-le-feu soit permanent et que l'armée israélienne ne revienne plus dans la bande de Gaza. Sauf que sur ce point-là, ce qui bloque, c'est que le Hamas estime que les garants de l'accord potentiel ne sont pas fiables. Les garants, je rappelle, Égypte, Qatar et États-Unis. Le Hamas demande l'entrée de nouveaux partenaires dans l'accord. Alors, ils avaient proposé la Russie, apparemment, ça n'a pas été possible. Là, maintenant, ils ont proposé de la Turquie et c'est Erdogan lui-même qui a dit qu'il ne voulait pas participer en tant que garant, mais qu'il était prêt à avoir un œil. Et donc, maintenant, ils demandent que les Nations Unies, en tant qu'instance, puissent être garants du respect de l'accord, puisque le Hamas ne fait pas confiance du tout aux Israéliens, notamment Netanyahou, dans le cadre, voilà, en gros, la crainte, vous l'avez compris, c'est que les otages soient tous libérés et que derrière la guerre reprenne ou que rien ne soit fait à terme. Dans cette situation, l'autre front important, donc Qassam en a parlé, c'est la Cisjordanie. Je ne reviens pas sur les chiffres, simplement le focus est tellement mis sur Gaza qu'on a des colons qui sont complètement en roue libre, il n'y a pas d'autre terme. On a 1050 attaques recensées par les Nations Unies depuis le 7 octobre en Cisjordanie par des colons à l'encontre de civils palestiniens. La stratégie principale, on a en fait une pression qui est mise principalement dans des zones, on va dire plutôt rurales, où que les colons lorgnent depuis très longtemps. Et là, on profite de la situation pour contraindre les personnes à se déplacer. Les chiffres que moi j'ai, qui sont celles des Nations Unies dans le rapport de OCHA, c'est pour l'instant 1200 personnes qui, en Cisjordanie, ont été contraintes de se déplacer. Donc contraintes, ça veut dire soit on les a chassées manu militari, soit elles sont parties, comme on voit sur la photographie ici. Elles sont parties du fait de pressions de colons qui sont en fait quotidiennes sur elles-mêmes. On a vu que récemment, et ça c'est Haaretz qui l'a montré également, les colons ont été encore plus loin en allant carrément la nuit voler des bétails à des paysans pour les contraindre en fait de partir. Donc ils leur prennent leur source de travail, de revenus, d'accord. Et donc une colonisation qui ne cesse de progresser, puisque vous avez sûrement vu malheureusement que ce mercredi on apprenait que les Israéliens, le gouvernement israélien avait validé la saisine de 13 km² de terre dans la vallée du Jourdain, donc ici, ce qui est la plus importante saisine de terre par Israël depuis 1993. Voilà, donc on est clairement dans une accélération de la colonisation. Il faut, à mon avis, mettre ça également en corrélation avec les reconnaissances de la Palestine qui sont faites de plus en plus. J'y viendrai juste après. Le gouvernement israélien sait que pour empêcher qu'on revienne aux discussions sur un État de Palestine, il faut dans toutes les situations montrer que nous on ne transige pas, on continue à coloniser et que factuellement ce n'est plus possible de créer un État de Palestine, donc de créer en fait une espèce d'état de fait, si vous voulez. Sur le traitement médiatique, mais il y a quand même parmi les nombreux points de ce naufrage médiatique auquel on assiste depuis 9 mois, et le terme vraiment doit être employé puisque c'est factuel, comme on a un parti pris dans les médias qui est hallucinant, il faut voir quand même à quel point est-ce que nous avons ici, tous et toutes, je suppose, des amis qui sont passés par les prisons de l'armée israélienne depuis le 7 octobre et qui en sortent dans des... Ils sont méconnaissables, on ne va pas se dire autrement les choses. Ils sont méconnaissables, on n'ose pas imaginer ce qu'ils ont subi. Et à l'heure où on se parle, je crois qu'il n'y a quasiment aucun grand média français qui a juste pris la peine de les interroger sur ce qu'ils ont subi. Simplement pour comparer, Qassam a eu raison de parler des médias anglophones, où c'est pas mieux non plus, mais CNN, par exemple, a été jusqu'à faire un reportage pour reconstituer les centres de torture des Israéliens. Et c'était passé à une heure de grande écoute sur CNN. On n'a quasiment pas de médias, de grands médias de grande diffusion, je veux dire, qui a fait ce travail d'investigation sur, par exemple, Sde Taimam, qui est le fameux centre de torture que même le procureur d'Israël a demandé sa fermeture immédiate. Tellement ce qui s'y passe
d'après les spécialistes, on dit que c'est pire que Guantanamo en termes de traitement des prisonniers. Voilà. Donc là, encore une fois, il faut mesurer ce à quoi on fait face et ce à quoi Israël bénéficie justement dans son impunité la plus totale. La question de l'avenir de la Palestine va se jouer aussi sur les acteurs. Quels acteurs pourront être demain ceux avec qui nous aurons à traiter ou à discuter ou à espérer des choses? Côté israélien, il est clair qu'on a une société qui est dans une totale bulle cognitive, qui est persuadée d'être la victime centrale et unique depuis le 7 octobre et qui ne comprend même pas qu'on puisse l'accuser d'être génocidaire ou même de commettre des crimes. Cette enquête-là, elle est vraiment très intéressante. Il y a plein d'enquêtes en Israël sur l'opinion des gens, etc. On aime bien faire ce truc-là. Et celle-ci m'a vraiment intéressé. On a demandé aux Israéliens, ça date donc entre le 3 mars et le 4 avril. Est-ce que vous pensez, donc question posée aux Israéliens, pensez-vous que l'armée israélienne, dans sa réponse à Gaza, ça a été, ils ont été trop loin, 19% des Israéliens, plutôt bien 39%, pas assez loin, 34%. En fait, il faut bien comprendre que dans les 19%, vous avez déjà quasiment tous les Palestiniens d'Israël. Ces chiffres-là montrent également à quel point est-ce que on doit s'imaginer ce que c'est aujourd'hui en Israël d'être dans ce pays et de contester la guerre. À celles et ceux qui espèrent voir en Israël vraiment un grand mouvement anti-guerre, on a une chape de plomb qui s'est imposée où quiconque se met à contester la guerre est perçu comme un potentiel allié du Hamas. L'opposition qui est en train de faire pression sur Netanyahou et qui monte, il faut être capable aussi de mesurer ce que ça implique. Donc oui, le départ de Netanyahou et de ce gouvernement fascisant doit partir, c'est évident. Pour autant, il ne faut pas s'attendre derrière à, dans l'immédiat, un changement radical vis-à-vis des Palestiniens. Moi, il y a une scène, par exemple, qui m'avait beaucoup intéressé. C'est la manifestation qui a eu lieu à Tel Aviv la veille de l'entrée de l'armée israélienne dans Rafah. Vous savez, c'est quand on avait annoncé que l'accord était signé, que les Palestiniens à Gaza faisaient la fête en pensant que l'accord était signé et que Netanyahou a dit non, non, on envoie l'armée et on bombarde Rafah. Les Israéliens, du coup, font une manifestation, donc cette fameuse opposition. Ils sont donc là dans les rues de Tel Aviv et sur le sol, leur slogan, c'est écrit « Rafah peut attendre, les otages ne le peuvent pas ». Et en fait, la formulation est importante. Il n'est pas dit « stop la guerre ». Rafah peut attendre. Et là, on est face vraiment à une problématique centrale qui est que on espère voir encore en Israël le renouveau d'une alternative. Pour l'instant, on est dans un pays qui vient une espèce de trauma collectif auquel il ne sort pas et auquel il a l'impression que le monde entier s'est mis contre lui, avec notamment la CPI, la CIJ. Pourquoi ils nous attaquent nous alors qu'on est les victimes, pour le dire clairement. Si on va encore plus loin, malgré tout, si on peut prendre des points d'espoir, alors ne râlez pas trop, mais je savais qu'il y aurait des questions sur ça, c'est pas ma volonté, mais voilà. Il y a eu cette semaine à Tel Aviv le fameux grand meeting pour la paix, donc on va en parler rapidement. Les points peut-être d'espoir qu'on peut avoir malgré tout, c'est qu'il y a un vrai basculement au sein de l'opinion publique en Israël. La majorité des Israéliens, vous le voyez ici, sont favorables à la signature d'un accord pour la libération des otages, quitte à ce que la guerre soit interrompue ou stoppée. Ça, c'est devenu un fait établi. Netanyahou essaie d'en tenir compte, mais c'est compliqué, vous le voyez. Le vert, ce sont les personnes qui sont pour un accord immédiat pour libérer les otages. Et on voit que dans tous les secteurs, quasiment, c'est majorité donc relative. Vous voyez qu'il n'y a que au sein des juifs israéliens qui votent électorat de droite, qui sont majoritairement pour continuer la guerre. En fait, ceux qui votent Netanyahou concrètement. Donc Netanyahou sait que son électorat continue à le soutenir. Et donc, cette semaine a eu lieu ce fameux grand meeting à Tel Aviv qui a réuni plus de 6000 personnes, qu'ils ont appelé donc It's Time, donc c'est l'heure de faire la paix. Il y a deux personnes qui sont principalement à la manœuvre. Ce sont donc Maoz Inon, qui est un... Alors, pour ceux qui ont peut-être séjourné dans ces hôtels, c'est lui qui a fondé les Abrams Hostels en Israël, les fameux auberges de jeunesse un peu pour la coexistence. Et Maoz Inon est une figure un peu depuis 7 octobre, puisque ses deux parents ont été tués le 7 octobre dans l'attaque perpétrée par le Hamas. Et à droite, on a Aziz Abu Sarah, qui est un activiste aussi, donc qui vient de Jérusalem-Est. Et tous deux, en fait, se sont retrouvés dans l'idée de pouvoir recréer en Israël un camp de la paix. Alors, ils ont voyagé, ils sont en Afrique du Sud, ils sont en Irlande, pour voir sur le terrain comment on fait un accord de paix. Bon, voilà. Et ils ont fait ce grand meeting-là qui doit être pris dans ce qu'il est. C'est-à-dire que lorsqu'on a des amis, des camarades israéliens qui sont présents, et on voit ici Ayman Odeh en première ligne,
qui sont présents et qui se félicitent, Ayman Odeh, d'accord, le leader de la liste unifiée et du Parti communiste israélien, enfin une des principales figures, pardon, qui sont présents et qui s'en félicitent. Bon, on ne va pas, nous, ici en France, dire on n'est pas avec ça, etc. Factuellement, voir en Israël un rassemblement aussi important de gens qui disent maintenant stop la guerre et tout ça, c'est en soi important et c'est un moment significatif dont on espère qu'il sortira quelque chose de concret. Ceci étant, on ne peut que constater que c'est encore pour l'instant assez vide de manière politique. Si je prends un exemple, au moment où l'événement avait lieu, les Israéliens, depuis 24 heures, avaient annoncé aux gens de Khan Younes de se déplacer pour la 9e fois. En Cisjordanie, Mazafriata avait été nouveau attaqué avec une partie du village brûlé et des activistes battus. Ces deux événements n'ont jamais été mentionnés pendant les 3 heures quasiment de meeting. Donc le mot de paix a été répété des dizaines de fois. Je crois occupation, ça a été fait 2 ou 3 fois. Donc c'est pour dire que il ne faut pas non plus le dénigrer, parce qu'on n'est pas en Israël et on ne sait pas ce que c'est que vivre aujourd'hui en Israël et de défendre des positions de paix. Mais pour autant, voilà, pour celles et ceux qui allaient poser des questions sur ce grand espoir, il y en a peut-être un, mais soyons tout de même assez mesurés dans cette espèce d'espoir sur ça. Côté palestinien, je crois que le mouvement de solidarité pour la Palestine va être confronté dans ces prochains mois à ce problème majeur, qui est qu'il y a une différence énorme entre la vision que les dirigeants occidentaux veulent avoir de la Palestine et la réalité sur le terrain. Factuellement, le 7 octobre, aux yeux de quasiment la plupart de nos dirigeants occidentaux, qui soient même parfois de droite ou de gauche, le Hamas n'est plus un interlocuteur crédible pour parler de la Palestine. Dans les faits, pour l'instant, dans les territoires palestiniens, il me semble compliqué d'imaginer pouvoir faire sans le Hamas, du moins en l'absence d'alternative politique crédible. Si vous prenez les enquêtes, alors je ne suis pas fan d'enquêtes d'opinion, les enquêtes d'opinion ne sont pas une valeur sûre, mais ça donne des dynamiques. On voit dans celle qui a été réalisée encore récemment par les deux universitaires palestiniens qui sont un peu les spécialistes d'index d'opinion des tendances. Alors en territoire palestinien, je précise, parce qu'on ne prend pas en compte les réfugiés là-dedans, d'accord, qui sont en dehors de la Palestine. Vous voyez que, en fait, la seule personne capable de battre potentiellement dans le cadre d'une élection, et élection avec tout ce que ça implique, hein, vous imaginez en territoire occupé ou à Gaza, hein, ça peut paraître complètement paradoxal, mais qui peut battre potentiellement les dirigeants du Hamas, reste encore aujourd'hui Marwan Barghouti, dans l'idée qu'au final, s'il n'y a pas Barghouti, je ne vous mets pas les autres, mais quand il y a, par exemple, juste Mahmoud Abbas et Haniyeh ou le Hamas, c'est écrasant. Hein. Mahmoud Abbas se fait battre de manière assez flagrante. Mais tout ça pour vous dire qu'on est face à une situation où il y a, côté palestinien, ça aussi c'est important que je vous le montre, quand on demande aux populations palestiniennes, donc Cisjordanie, ou alors je ne sais pas comment ils font les sondages dans Gaza, mais en tout cas ils prennent Gaza aussi en compte, comment pensez-vous que les Palestiniens peuvent parvenir à atteindre leurs objectifs? Alors, ce qui est en gris, c'est ceux qui pensent que c'est que par la lutte armée. Vous voyez que la question de négociation, elle est battue en brèche. Elle n'est pas battue en brèche parce que les Palestiniens sont vent debout pour dire il faut prendre les armes. C'est parce que factuellement, il n'y a aucune perspective politique qui est proposée actuellement. Donc, en l'absence de perspective politique, on va défendre celles et ceux qui nous paraissent être les plus crédibles d'une certaine manière, d'accord, avec tout ce que ça implique hein, quand on voit les images de Gaza. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, côté palestinien, continuer à considérer que le Hamas peut être crédible, ben, en fait, ce que Elias Sambar explique très bien, je reprends ces termes, Sambar dit il est évident pour un jeune Palestinien aujourd'hui, face à tout ce corps politique complètement décrédibilisé, corrompu et qui a été complètement baigné dans un autoritarisme depuis des mois et des années, voir dans Gaza des personnes quasiment démunies de toute possibilité de gagner, prendre des armes et aller affronter une armée parmi les plus fortes au monde qui vient dans son territoire combattre, ben, ça ne fait que donner un côté héroïque. On a 323 soldats israéliens qui ont été tués depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza, donc dans l'offensive terrestre, hein, attention, vous ajoutez à ça les 300 autres qui ont été tués le 7 octobre, et vous pouvez comprendre tout à fait la force de résistance qui est aujourd'hui montrée par ces groupes-là dans la bande de Gaza. Kassan l'a très bien montré, les Israéliens n'arrêtent pas de entrer et sortir de certaines zones. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils quittent une zone dans Gaza, la zone est quasiment immédiatement réinvestie par des miliciens. C'est aussi pour ça que les gens se déplacent aussi souvent
sais pas si vous avez compris en fait, c'est que par exemple ils quittent Khan Younes et 2 semaines après, il y a des groupes qui sont déjà présents dans Khan Younes qui se réorganisent et qui viennent opérer des actions contre l'armée israélienne. Donc à partir de là, on est dans une espèce de situation où on ne voit pas comment on peut en tout cas imaginer là-dedans une autre possibilité que d'avoir le Hamas, en tout cas en interlocuteur là-dedans. Du moins en l'absence d'autres alternatives possibles. Possible parce que côté palestinien, vous avez eu un moment qui était assez sidérant pour employer ce terme-là, qui a été Moscou puis Pékin, vous avez peut-être vu ça, ont invité les Palestiniens à se rencontrer pour recréer une unité. Puisque, vous le savez, hein, j'espère en tout cas, la division palestinienne est favorisée par Israël et permet justement à Israël de gérer les Palestiniens de manière assez simple. Et donc, Moscou puis Pékin a invité les Palestiniens, donc les grandes instances, les grandes factions à venir pour essayer de trouver une unité. Et puis, il y a eu cet échange de communiqués, peut-être certains ont vu, où en fait, Mahmoud Abbas, juste après la rencontre à Moscou, qui devait être pourtant une rencontre importante pour recréer l'unité palestinienne, a décidé de former lui-même un gouvernement d'autorité palestinienne et a nommé ce monsieur qui s'appelle Mustafa Mohamed, qui est un fidèle des premiers fidèles de Mahmoud Abbas, donc du président de l'autorité palestinienne, un économiste, bon, un peu technocrate, on dit ça comme ça, et immédiatement le Hamas, avec les marxistes du FPLP et Moustafa Barghouti, ont signé un communiqué pour dire c'est honteux, Mahmoud Abbas ose créer un gouvernement qui n'est pas un gouvernement d'unité alors qu'on a besoin d'unité. Le communiqué du Fatah en réponse, c'est une déflagration. Le communiqué du Fatah, c'est « Vous osez, vous, Hamas, parler d'unité alors que vous avez lancé l'attaque du 7 octobre qui a été commandée par l'étranger, c'est ce que le Fatah a écrit, et en plus de ça, vous nous avez impliqués dans une guerre qui risque de détruire la Palestine. Vous n'avez pas de leçon à nous donner. » Autant dire que l'unité palestinienne, pour l'instant, elle est au plus mal là-dedans. Depuis le 7 octobre, dans les négociations d'otages, le Hamas, qui veut en fait s'auréoler de l'image de celui qui va libérer les grands prisonniers palestiniens, met tout le temps en avant systématiquement la libération de Marwan Barghouti dans ses priorités de libération. Plusieurs médias, donc je n'ai pas fait d'enquête, donc je ne vais pas non plus m'attribuer cette information, mais plusieurs médias relaient le fait que l'autorité palestinienne, qui via la coopération sécuritaire serait potentiellement sondée par les Israéliens pour savoir est-ce qu'on les libère eux et l'autorité palestinienne aurait mis des bâtons pour qu'il n'y ait pas de libération de Barghouti dans l'idée que ça puisse être quelqu'un qui demain ferait, alors je cite les médias, mais une concurrence à cette faction du Fatah, Mahmoud Abbas, et ils ne veulent pas. Donc c'est pour dire qu'on est dans une situation extrêmement complexe politiquement. On n'est pas dans la facilité de deux camps qui s'affrontent avec le bien et le mal d'un côté. Il y a vraiment des dynamiques politiques qu'on doit être capable de prendre en compte. La question du droit international, qu'il va également falloir être capable, et en plus j'en vois que votre université s'appelle le droit et rien que le droit, voir à quel point est-ce que le droit aujourd'hui, on est potentiellement face à une révolution dans le cadre des normes du droit international. Le droit international ne règle pas les conflits. Hein. C'est une boussole dans le cadre de règlement de conflits. C'est important de rappeler ça. Ceci étant, on est, depuis le 7 octobre, dans un véritable renversement de l'ordre moral du monde, où vous avez des pays occidentaux qui ont façonné le droit international et qui refusent d'appliquer quand ça concerne Israël, et des pays du Sud qui prennent le droit international pour défendre les Palestiniens face du coup à Israël défendu par les pays du Nord. C'est complètement incroyable, hein. Vous avez eu ces scènes, je ne sais pas si tout le monde a suivi ça, où on a le Nicaragua qui vient déposer plainte contre l'Allemagne pour partenariat ou complicité dans un crime de génocide. Enfin, imaginons dans l'histoire ce que ça représente quand même. L'Afrique du Sud, bon, ce que ça implique, on le sait, mais voilà, l'Algérie et d'autres pays. Mais c'est important aussi parce qu'on a des pays occidentaux qui ont été jusqu'à refuser catégoriquement d'appliquer les décisions de la CIJ, notamment celle qui était de prévenir toute continuation d'un crime de génocide dans la bande de Gaza, jusqu'à participer aux campagnes israéliennes, notamment contre l'UNRWA. La temporalité était importante, et en tant que militant pour la Palestine, il faut vraiment qu'on ait ça en tête, c'est-à-dire le fait qu'on a la CIJ qui rend sa décision en janvier, pour dire voilà, oui, dans la bande de Gaza, des crimes de génocide sont perpétrés, ça peut encore continuer par rapport à différents éléments, bon ok. Le lendemain de la décision de la CIJ, on a une campagne qui s'initie contre l'UNRWA. L'UNRWA étant actuellement
la seule instance capable dans les territoires palestiniens de gérer l'aide humanitaire, les écoles, etc. Donc en gros, la seule instance capable de donner aux Palestiniens un moyen de survivre. C'est dire à quel point est-ce qu'il y a une organisation de pays internationaux, occidentaux, qui sont prêts à aller très loin dans la complicité avec Israël. Mais surtout, on est face à une véritable déstabilisation mondiale du droit international quand on voit, par exemple, pour la première fois, on a des soldats qui se filment quotidiennement pour montrer leurs crimes au monde entier. Si je prends deux exemples pour que vous compreniez bien, si vous étudiez par exemple guerre Russie-Ukraine, les crimes perpétrés par l'armée russe, pour les documenter, les avoir, il faut à la rigueur avoir vraiment une enquête d'investigation, pirater des données de serveurs russes, mais on peut avoir des informations comme ça. Quand on a suivi pendant 10 ans la guerre en Syrie, il fallait que des commandants ou des généraux de l'armée syrienne fassent défection pour avoir des informations. Le fameux dossier César des tortures de Bachar al-Assad, ça vient de médecins qui ont pris les photos et qui ont fait des versions pour qu'on les ait. Parce que sinon on n'avait rien, c'était compliqué, il y avait des témoignages mais on n'avait rien. Là, comme a dit Kassam, vous allez sur TikTok ou Instagram, tous les jours, quasiment, vous avez des soldats israéliens qui se filment en train de détruire une maison, de piller, de saccager, ou même parfois de pratiquer des tortures. Et on ne peut pas imaginer demain un droit international qui continue à être une espèce de base à peu près correcte pour tout le monde si tous ces éléments-là ne sont pas jugés. Et nous, là, en tant que Français, se pose la question évidemment des soldats français qui ont perpétré ces actes dans la bande de Gaza et qui sont peut-être revenus depuis en France. Je le dis également là en tant qu'enseignant, ça pose aussi une question même par rapport à la jeunesse, où on leur apprend les normes, les valeurs, droit international, droit de l'homme, etc. Là, il y a une dissonance cognitive qui est majeure. Voilà, où il y a un deux poids, deux mesures flagrant qui, pour eux, ne peut que se résumer à eh bien, en fait, tout ça, c'est du blabla. Ça ne s'applique qu'à certains pays. Voilà, quand on a des Arabes ou des musulmans qui sont tués, on les laisse complètement être tués. Vous devez avoir en tête l'idée que si là rien n'est fait, c'est la CPI et la CIJ qui carrément perdent même leur raison d'être. Donc ça ne peut pas être autrement et il est important, même diplomatiquement, de comprendre que l'État français a un rôle. Alors bon, l'État français actuellement qui est dans d'autres périls, mais l'État français factuellement qui a un rôle déterminant dans le soutien à ces démarches-là. Pas un soutien mordicus contre Israël, mais juste un soutien au droit international, puisque précisément, il en va de l'avenir du monde où, quand je parle de nouvelles normes au début de l'exposé, c'est ça. Comment demain on pourra expliquer à n'importe quel État dans le monde qui estimera que pour sa sécurité, il a le droit de tuer potentiellement 8 à 10 000 enfants, personne ne pourra lui dire « t'as pas le droit ». Israël l'a fait à Gaza. Voilà. On en est à 8 000 enfants qui ont été tués au nom de la sécurité d'Israël. Très bien. Ben, si Israël peut le faire, pourquoi les autres pays ne pourraient pas le faire? Et c'est là quand je parle de nouvelles normes. Ces nouvelles normes-là, il faut savoir, est-ce qu'on décide que, bien ok, ce sont les nouvelles normes, du coup le droit international est fini, ou est-ce qu'on estime que non, il y a une limite à faire? Tout ça, ça implique évidemment la question du rapport de force international. Je crois qu'on peut l'établir, hein. La Palestine et les Palestiniens ont un soutien international qui est assez important. On l'a vu au niveau des reconnaissances d'État de Palestine, on l'a vu au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, où on a 143 pays qui soutiennent la Palestine, très bien, et on l'a vu aussi dans les universités, où là encore une fois, ça a surpris beaucoup de monde, mais en même temps, ben non, on a une partie de la jeunesse, alors en France, mais également aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, qui a pris la question palestinienne presque comme la question centrale de leur génération. Alors d'autres ne l'ont pas comprise, hein, apparemment, ils étaient surpris que les gens se mobilisent, et pourtant, bah, là encore une fois, je pense que c'est aussi une déconnexion d'une partie peut-être de dirigeants ou de médias avec la réalité que vivent ces jeunes. Vous avez 20 ou 25 ans aujourd'hui, vous êtes du coup peut-être sur Instagram ou TikTok, vous êtes inondé chaque jour de vidéos tout plus ignobles l'une que les autres, et vous voyez bien que le monde laisse faire. Et donc il y a forcément une idée de mobilisation qui est importante et qui va, à mon avis, dessiner dans les prochains mois ou les prochaines années, un rapport de force qui peut-être sera différent. Aux États-Unis aujourd'hui, par exemple, le lobbying pro-israélien a acté le fait qu'il ne peut plus compter sur la communauté juive américaine pour le soutenir. C'est terminé. C'est Sylvain Sipek qui explique ça très bien. Il compte essentiellement sur l'extrême droite américaine et les chrétiens évangélistes, puisqu'on a au sein des deux plus grandes communautés juives américaines, parmi leurs différentes tendances, soit un décrochage complet d'Israël, dans le cadre alors d'un espèce de, pas d'antisionisme, mais du moins
d'une volonté de se séparer du sionisme et d'Israël, soit une volonté de prendre ses distances dans l'idée de dire que cet Israël-là ne peut pas nous représenter. Alors, on est loin de ce qui se passe en France factuellement, mais aux États-Unis, ce sont des dynamiques extrêmement importantes et qui sont en train de redessiner l'ensemble. Joe Biden n'a pas pu faire quasiment un seul meeting depuis le début de la campagne sans être interpellé ou bousculé. Voilà. Et la jeunesse démocrate, et notamment la jeunesse juive démocrate, estime clairement que non, on ne peut plus continuer avec une espèce de soutien au nom soi-disant des Juifs à Israël. Là, il y a vraiment un point qui me paraît important. Ceci étant, on voit à quel point il y a une forme d'hypocrisie où ces deux États reviennent au centre de la diplomatie et des questions médiatiques. Pour autant, tout le monde, les mêmes qui l'appellent se refusent à prendre des positions fortes et des sanctions fortes pour que ça puisse exister. La saisine de 13 km² de terre, on a eu encore une fois un communiqué qui déplore ou qui condamne ou qui regrette, mais il n'y a pas de sanctions là-dedans. Et on peut se le dire aussi, quid dans les prochains mois d'une potentielle victoire alors d'un Donald Trump à la Maison-Blanche, évidemment que ça redessinerait complètement les rapports de force. Et Trump emploie une phrase qui est devenue un slogan de son parti. En gros, il dit moi j'aurais demandé finish it. J'aurais dit à Netanyahou finis ça. Voilà. Et le finish it est devenu l'un des slogans du camp Trump pour parler d'Israël. Ça dit à quel point on a des personnes qui sont dans une vision qui n'est pas celle, vous l'avez compris, du droit international ou de la valeur humaine, mais qui est celle d'un choc des civilisations, d'une islamophobie à un degré incroyable et d'une volonté d'aller vers une déflagration générale. Netanyahou actuellement est dans une phase de considérer qu'il doit gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Trump potentiellement à la Maison-Blanche. La guerre au Liban que tout le monde évoque, ce n'est pas juste un argument rhétorique encore une fois. Vous devez avoir en tête ça aussi, le 8 octobre, donc le lendemain de 7 octobre, l'armée israélienne avait un plan tout à fait clair de double front. En fait, un peu comme les Américains après le 11 septembre, ils savaient que le monde entier, ou du moins l'Occident, allait les soutenir par rapport au 7 octobre. Donc, potentiellement, ils pouvaient mener plusieurs guerres en étant légitimes dans leur action, d'après leurs prétentions. Biden, en gros, intervient pour dire un seul front possible, donc Gaza et pas le Liban. Pour autant, même l'opposition, quand je dis opposition, je parle de ceux qui peuvent potentiellement être Premier ministre en Israël, donc les centristes ou les libéraux en Israël, ont en tête l'idée que la situation à la frontière nord ne peut plus être la même. Alors ils ne disent pas guerre, en Israël on dit toujours le change the reality, donc changer la réalité. On sait ce que ça veut dire. Voilà, ça veut dire factuellement ouvrir un front au nord. Netanyahou a annoncé qu'il voulait mobiliser jusqu'à 300 000 réservistes d'ici la fin de l'été. La question de où est-ce que ça va aller, on le sait très bien. Sauf que là, on est face à une déflagration importante. Alors, est-ce qu'on aurait un Trump qui serait prêt à aller jusqu'à mobiliser des soldats américains? On ne sait pas, même si vous savez déjà que dans Gaza, ça s'est fait. Puisque dans la bande de Gaza, vous avez au niveau de la jetée qui a été construite par les Américains, des soldats américains qui sont présents. Et quand les soldats israéliens ont été faire l'opération pour libérer les 3 ou 4 otages là, des soldats américains ont participé à l'opération en tant que couverture. Ils ne sont pas pénétrés, mais en tant que couverture, ils étaient présents. Est-ce que demain, un Trump ne serait pas capable d'envoyer un porte-avions américain dans la Méditerranée pour soutenir Israël dans une guerre au Liban? On ne sait pas. Et face à ces difficultés, et je finirai sur ça, on doit revenir à la base. La base, c'est la guerre à Gaza déstabilise complètement la région. Il faut un cessez-le-feu urgemment parce que c'est le seul moyen de rétablir un minimum d'apaisement, comme ça, et surtout de poser une question qui est celle que je pose un peu partout, qui est pourtant assez naïve, mais j'y tiens. Souhaite-t-on ou non la préservation de vie humaine? Point barre. Si on le souhaite, il faut aller vers un cessez-le-feu et vers une diplomatie importante pour empêcher une guerre entre Israël et le Liban. Si on ne fait pas ça, on est prêt du coup à accepter l'idée que des vies humaines soient encore perdues dans les mois à venir, dans une cadre de guerre qui, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Rappelez-vous, la guerre en Irak en 2003, regardez, on en paye encore aujourd'hui les conséquences. Je vous remercie de m'avoir écouté.